Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Marolles. Marolles est un village de 668 Marolais et Marolaises et se situe principalement sur la départementale 77, sur le versant ouest de l'Ourcq, à proximité de la départementale 936, entre Marius-sur-Ourcq et La Ferté-Milon. Le village a eu les noms jadis de Mérolis en 1110, Maroliae, Marogilum en 1175, Mareuil en 1202, Mérolles au XIIIe et enfin le Marolles d'aujourd'hui. Le territoire de Marolles, assez étrange, compte le chef-lieu Marolles et les hameaux de Précy-Amont au nord, Bourneville et Vaux-Parfond à l'est et les lieux-dits Laquedan et Pont-de-Vaux au sud ainsi que Nimers au sud de Précy-Amont. Le territoire compte aussi la rivière de l'Ourcq et les rues d'Auteuil et d'Allan. Il semble que deux lieux-dits ou villages anciens aient disparu. L'Anglantier et la Loge qui se situaient, on le suppose, dans la partie extrême sud du territoire et qui sont de nos jours difficilement localisables. Il est fait mention aussi sur une carte de Cassini de Sainte-Élisabeth au nord de Vaux-Parfond. Le symbole d'une croix ou d'un édifice religieux y est figuré, mais aucun document ne vient fournir une explication à ce site. Je ne vais pas vous conter l'histoire entière de Marolles car nous y passerions trop de temps, mais si vous voulez tout savoir de Marolles et de ses hameaux, je vous conseille de vous procurer le livre de l'entreprise Aquilon, Histoire, Archéologie et Territoire de Marolles, sur lequel d'ailleurs je me suis beaucoup inspiré comme pour Auteuil-en-Valois et Rozoy en Mulcien, et auquel d'ailleurs j'ai emprunté quelques photos avec l'aimable autorisation d'Aquilon. Je vous mets le lien de leur site où vous pourrez trouver le livre dans la boutique. Donc, l'histoire de Marolles commence par l'occupation du territoire qui est assez ancienne puisque quelques objets datant de la préhistoire, un silex et 4 fragments de hache polie du néolithique ont été découverts. Ces objets peuvent éventuellement témoigner de périodes de défrichement agricole effectuées sur les hauteurs de Marolles et de Précy-Amont en direction de Laquedan. Ont aussi été découverts en 1751 dans une tourbière sous Bourneville 3 pots en terre noire enfouis à 3 pieds sous la surface, remplis de monnaie datée des co-empereurs Lucius Verus et Marc Aurèle. Toute la commune de Marolles dépendait de la châtellenie de La Ferté-Milon au Moyen-Âge. À cette époque, le village possédait un important atout géographique, il était bâti sur un pont sur l'Ourcq, probablement un gué à l'époque qui permettait de relier les chemins de Meaux à La Ferté-Milon sur la rive gauche et de Paris à La Ferté-Milon sur la rive droite. Ce vaste territoire était divisé en plusieurs seigneuries ou domaines principaux. Bourneville était séparée de Marolles. Les Chartreux de Pourfontaine, au nord du territoire, avaient une partie de la justice au chef-lieu et la totalité au hameau de Précy-Amont. Entre le XIIe et XIIIe siècle, les premières mentions textuelles de Marolles et de Bourneville confirment les transformations et les évolutions de l'espace médiéval. Bien qu'il soit difficile de saisir précisément l'organisation seigneuriale du bourg et de ses hameaux à cette période, il est certain que les châtelains de La Ferté-Milon sont influents sur ce territoire et exercent un ensemble de droits seigneuriaux. La période suivante, marquée par des conflits armés et des épidémies, va provoquer des changements significatifs. La guerre de 100 ans est une période particulièrement difficile pour le territoire de Marolles. Le village semble directement impacté par le conflit franco-anglais et subit différents pillages et destructions. Les seigneurs de Marolles, proprement dit, s'appelaient Lepère à la fin du XVe siècle et avaient la charge de capitaine de La Ferté-Milon. Jacques Lepère, seigneur de Marolles, d'Oï, de l'Échelle en Thiérache, de Poix, etc., était, sous Louis XIV, lieutenant de la capitainerie des chasses de Villers-Cotterêts. Anne-César Lepère, un de ses fils et son héritier, devint capitaine de vaisseau au mois de juin 1703. Le voisinage du château de La Ferté-Milon attira plusieurs fois les désastres de la guerre sur cette commune. Les sièges de la forteresse sous la Ligue ruinèrent le pays. Ce fut encore pire pendant les désordres de la Fronde. Le château de La Ferté-Milon ayant été occupé au mois d'octobre 1652 par les troupes de Turenne, le duc de Lorraine s'établit à Marolles, distribuant son armée de Précy-Amont jusqu'à Pont-de-Vaux.
Ces villages et les lieux voisins furent brûlés après avoir été pillés. En 1776, le hameau de Bourneville a été choisi pour héberger un relais de poste entre Mey-en-Mulsien et Villers-Cotterêts. La Révolution française provoque un bouleversement des pouvoirs laïques et religieux en place. L'inventaire puis la mise en vente des biens nationaux, qui débute vers la fin de l'année 1790, cause un véritable bouleversement de la propriété terrienne à Marolles. Malgré cela, les anciens seigneurs de Marolles et de Bourneville semblent se maintenir à l'échelle locale, conservant ainsi leur patrimoine. Avant la Révolution, le curé de Marolles, M. de Varel, fut désigné pour être l'un des premiers députés du clergé aux États généraux pour le bailliage de Villers-Cotterêts. Il fut curé de Marolles pendant 40 ans. Bien des années plus tard, la commune a été marquée par un épisode sombre de son histoire, la Première Guerre mondiale. Pendant la bataille de l'Ourcq, un cimetière provisoire est créé en toute hâte à partir du 2 juin 1918 au hameau de Vaux-Parfond lors d'une bataille au bois de Borny. Dans ce cimetière furent enterrés 102 soldats qui restèrent sur les lieux de leur dernier combat pour la liberté jusqu'en 1922 où les corps de certains soldats furent restitués à leurs familles, les autres ayant été transférés à la nécropole nationale de Villers-Cotterêts. En dehors de ce cimetière provisoire, fut enterré aussi à Vaux-Parfond 2 militaires, dont le sous-lieutenant Baptiste Jean Toussaint Istria, pilote, qui tiendra tête à une escadrille allemande avant d'être abattu et de tomber dans une pâture devant une bergerie du hameau. Ce militaire corse est venu, comme beaucoup d'autres jeunes gens de la France entière, mourir dans notre département pour que les générations qui leur ont survécu puissent demeurer libres. Et pour cela, on ne doit jamais oublier tous ces soldats, ceux de ce cimetière provisoire, ou les 70 autres soldats qui moururent dans les ambulances du château de Marolles et qui furent enterrés dans le cimetière de la commune. De ces 70 soldats, il ne reste que 29 tombes, les autres ayant été restituées aux familles. Si vous voulez en savoir plus sur les combats qui ont lieu sur Marolles et ses hameaux, je vous conseille de vous procurer le livre de Jean-Michel et Marie-Christine Clamour, 1914-1918, Marolles dans la Grande Guerre. Je l'ai dévoré en 2 jours et c'est toujours émouvant de penser à ces soldats et ces combats qui ont fait tant de victimes. Il est disponible à la mairie de Marolles, ou bien auprès de l'association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, ou encore au Milonnais bar tabac de la Ferté-Milon. Les 2 et 3 juin 2018, pour les 100 ans de cette bataille, une commémoration a eu lieu à Marolles pour rendre hommage aux soldats morts pour la France, qu'ils soient marolais ou devenus bien malgré eux marolais. Le 11 novembre 2019, une cérémonie émouvante a eu lieu à Vaux-Parfond, où 2 plaques furent scellées au mur d'une propriété à l'entrée du hameau. Une pour la mémoire de Jean Toussaint Istria et de son mitrailleur Pierre Charvet, et l'autre à la mémoire des 102 hommes tombés dans les environs et inhumés dans un champ de ce hameau de Vaux-Parfond. Un très bel hommage pour tous ces soldats. De plus, l'ancienne route de la Ferté à Vaux-Parfond a été renommée rue Jean Toussaint Istria. Pour la Seconde Guerre mondiale, pour Marolles et ses habitants, ce fut comme beaucoup d'habitants de la région, l'exode en mai 1940, le retour, l'occupation et enfin la libération. Allons maintenant découvrir les hameaux et écarts. Le site de l'ancien moulin de Pont-de-Vaux est un écart de la commune de Marolles. Le moulin a été implanté sur le rue d'Auteuil, affluent de la rive droite de l'Ourcq. À l'est de Pont-de-Vaux est l'écart de la Quedan en 1297. Le buisson de la Quedan est une longue bande de bois assise sur un coteau et un éperon et qui aboutit à un méandre de l'Ourcq. Si que désigne la pointe de la forêt, le toponyme An est intéressant car il est peut-être d'origine germanique, car An en francique signifie courbure dans une rive, ce qui s'applique parfaitement ici. Le hameau de Précy-Amont est situé en haut du coteau dominant la vallée de l'Ourcq. Ce hameau a eu les noms jadis de Préaumont, puis Précy-Amont, Précy-Amont, Précy-Amont et enfin le Précy-Amont d'aujourd'hui. Le clos de la ferme de Réveil appartenait aux chartreux de Bourgfontaine. Il y avait une chapelle à ce titre. Vaux-Parfond est un petit hameau appelé Vaux-Perfond en 1598, Vaux en 1620, Vaux-Parfond en 1670, Vaux-Prafond en 1698 et enfin le Vaux-Parfond d'aujourd'hui. Il est constitué d'une quinzaine de maisons et d'une grande ferme alignée le long de la route conduisant de Bourneville au bois de Borny. Le hameau de Bourneville a été appelé Bournonville en 1615, Bourneauville, Bourqueville en 1617, Bonneville en 1630,
de nouveau Bournonville en 1623, Borneville en 1698 et enfin le Bourneville d'aujourd'hui. Le hameau apparaît dans les textes vers 1200 avec un certain Adam de Borneville ainsi qu'avec la mention d'une chapelle Saint-Michel, mais on ignore le lien de Adam avec le village. L'origine de ce nom est peut-être due à la présence du bois de Borny, tout proche, suivi du terme villa. À 400 mètres au sud du village se dresse le château de Bourneville, dont le domaine est relié au village par l'intermédiaire de la grande ferme seigneuriale et de la basse-cour. Le site est très stratégique. Il est bâti à l'extrémité d'un éperon dominant la confluence entre la vallée de l'Ourcq et le vallon d'Allan, et donc les voies et les ponts qui s'y trouvent. On a lieu de penser que, dans l'origine, Bourneville ne dépendait pas de Marolles, mais de la Ferté-Milon. Le rôle de la noblesse du duché du Valois, rédigé en 1591, attribuait la seigneurie de Bournonville à messire Louis de Vaudetar. En réalité, elle appartenait à sa femme Anne de Nicolaï, descendante de la famille seigneuriale d'Ivors, qui lui apporta en dot la seigneurie. Entre 1678 et 1679, les seigneuries de Bourneville, Mareuil-sur-Ourcq et Marolles sont acquises par un écuyer du nom de Louis Moret, conseiller du roi. Il semble que la disparition de la famille de Vaudetar de Bourneville résulte d'une accumulation de dettes, ce qui a entraîné la ruine complète de la famille. Au début du XVIIe siècle, la seigneurie de Bourneville change de main et on apprend que c'est messire Jean-Baptiste Duret de Vieuxcourt qui, sur un acte de mariage, est nommé marquis de Bourneville, Marolles, Mareuil-sur-Ourcq et autres lieux. Puis ce fut le tour de Eugène Préaudot de Chemilly en 1789 et après 1797 par M. Fauveau de Frénilly, devenu pair de France sous la Restauration. En 1850, William Henry Waddington épouse Mathilde Henriette Lutterotte, héritière du château. Mais celle-ci décède 2 ans plus tard en mettant au monde leur premier enfant. William, veuf à 26 ans, s'occupe alors de son fils et de son domaine de Marolles, puis se lance dans la politique. En 1871, il est élu député républicain, président du Conseil général de l'Aisne. En 1876, il est élu sénateur. Le 30 janvier, il est nommé président du Conseil, l'équivalent de notre Premier ministre aujourd'hui, et 18 jours plus tard, sous son impulsion, la Chambre des députés adopte officiellement la Marseillaise comme hymne national. De 1883 à 1893, il fut ambassadeur de France au Royaume-Uni. Le château est encore dans la famille Waddington de nos jours. Bourneville avait titre de marquisat. Voilà pour l'histoire de Marolles et ses hameaux. Allons découvrir maintenant les monuments de la commune. Je vais commencer par le château de Marolles, appelé désormais le foyer Payussot. Ce foyer a été fondé par le prêtre Payussot en 1980 pour venir en aide aux enfants handicapés, notamment celui du fils d'un agriculteur du village. Cette demeure est désormais un lieu d'accueil pour l'APEI des Deux Vallées, l'association des parents d'enfants inadaptés. Le site se compose de 2 ensembles architecturaux bâtis sur une terrasse aménagée dans la pente du coteau. Au centre du site a été édifiée une grande maison bourgeoise en pierre de calcaire dont le plan s'inspire des châteaux d'époque classique avec un corps central et 2 ailes perpendiculaires en retour. Bordant la rue du château, nommée la rue qui descend au moulin, se trouve un ensemble en briques formant un U aux ailes terminées par un pavillon. L'ensemble du site est ceint d'un mur de clôture. Celui-ci a été édifié en briques au nord et le long de la rue et en moellons de grès et de calcaire ponctuels au sud. La résidence a été achevée en 1859 comme en témoigne le millésime inscrit sur la façade postérieure. Plus à l'est, dans le jardin, se trouve une construction à 2 niveaux bâtie au pied d'un aménagement paysager. Ce dernier est surnommé la chapelle et ses fenêtres s'agrémentent de couleurs rouge et bleu. Tout proche se trouvent les vestiges d'autres constructions en briques, peut-être d'anciens bâtiments utilitaires. L'autre château de la commune est le château de Bourneville. Bien que la seigneurie de Bourneville soit attestée dès le XIIIe siècle, et que sur un plan daté du dernier tiers du XIIe figure assez symboliquement un château, les vestiges actuels sont ceux d'une résidence édifiée à la fin du XVIIe et le début du XVIIIe, en grande partie détruite durant la Grande Guerre. De ce château ne reste que le pavillon sud et son extension, qui ont été préservés et présentent encore son aspect ancien. Le baron de Frénilly, lorsqu'il devient propriétaire du domaine de Bourneville, après 1800, suite à son mariage avec la veuve de Eugène-Claude Préaudot de Chemilly, décrit un site dont le parc n'est pas entretenu depuis le décès du propriétaire, mais où le château avait bel air. Le domaine du château de Bourneville intégrait des jardins et un parc boisé au sein duquel on trouvait plusieurs aménagements et dépendances tels qu'un bassin, une fontaine et une glacière. Le domaine comprenait aussi une ferme et un colombier toujours existant.
Dans cette ferme, la majeure partie des bâtiments formant les ailes ont été remaniés au 19e et 20e, notamment suite à des dommages subis lors de la Grande Guerre. L'élément architectural le plus impressionnant est le colombier, entièrement bâti en pierre de taille calcaire. Le diamètre interne de la pièce est de 7 mètres pour 1,10 m d'épaisseur de maçonnerie. Malheureusement, le 18 juillet 1918, un des derniers obus de gros calibre tombant sur la commune s'abat sur le château de Bourneville, l'endommageant très sévèrement. À tel point qu'il sera quelques mois plus tard plus économique de détruire le corps principal que de le reconstruire. Heureusement, lors du bombardement, le château était vide. Le prochain édifice intéressant se trouve dans le hameau de Précy-Amont. Il s'agit de la chapelle Saint-Jean. Cette chapelle précède l'entrée de la ferme de Réveil et est datée du XIIIe siècle. Si celle-ci est antérieure à l'acquisition de la ferme par les religieux de la Chartreuse de Bourgfontaine, on ne sait si elle précède l'implantation de la ferme en elle-même. La chapelle, orientée, présente un plan rectangulaire de 14,36 m de longueur sur 5,92 m de largeur, divisé en 4 travées. Toutes les ouvertures ont été bouchées et à l'accès oriental est venu s'accoler un bâtiment de la seconde moitié du XXe siècle. Si aujourd'hui la chapelle est intégrée à la ferme de Réveil, il est fort probable qu'elle ne l'était pas à l'origine. La position de celle-ci, à la limite du plateau, semble révéler la volonté d'édifier un lieu de culte visible depuis la vallée ou à proximité d'une voie de circulation ancienne. Allons maintenant découvrir le plus bel édifice de Marolles, sans déprécier les monuments précédents, l'église Sainte-Geneviève. L'église Sainte-Geneviève, classée au monument historique depuis janvier 1920, est bâtie sur le versant occidental de la vallée de l'Ourcq et est dominée par un clocher roman à haute flèche octogonale en pierre. Certainement l'une des plus belles de la région. Édifiée vers 1120-1130, elle était composée d'une nef basilicale de 4 travées avec clocher à l'extrémité orientale, côté nord, et un chœur d'une travée qui se terminait sans doute par une abside en hémicycle. De nos jours, elle a gardé sa nef romane et son clocher d'origine, et s'est vue dotée de 2 bas-côtés, d'un transept avec croisillon et un chœur à 3 pans. L'église, régulièrement orientée, possède un bas-côté sud assez similaire à celui de l'église de Boursonne, vue récemment, avec ses 3 pignons à double rampant. En fait, cet édifice ressemble étrangement à celui de Boursonne dans sa conception, si l'on accepte le bas-côté nord. Le portail roman à archivolte, bien que érodé par endroits, présente encore des éléments de sculpture surprenants et de qualité. L'église Sainte-Geneviève a été lourdement remaniée, d'abord au cours des années 1240 avec la reconstruction du croisillon nord, puis au second quart du XVIe avec la construction d'un nouveau chœur, d'un nouveau croisillon sud et d'un bas-côté sud. Les fenêtres de tout le côté sud et du chœur sont de style gothique flamboyant avec leur remplage intact, ce qui ne les rend que plus belles. Pour en revenir au clocher, il est composé de 3 étages et est surtout remarquable par le traitement raffiné du dernier étage, légèrement plus tardif, dont les fenêtres en plein cintre s'ornent de nombreux resseaux moulurés retombant sur de fines colonnettes par l'intermédiaire de chapiteaux décorés principalement de feuilles d'acanthe. Ce clocher est dans le même style que celui de Saint-Va de Longmont, mais en beaucoup plus raffiné. Ce clocher roman, avec sa haute flèche octogonale, est certainement le plus beau de toute la région. À l'intérieur, l'église est un enchantement. Elle doit surtout sa beauté à la ténacité de Monsieur Provost, le maire de la commune, qui s'en occupe de façon régulière et consciencieuse. La nef romane de 4 travées est très large. Les arcades sont symétriques et l'on peut encore deviner par endroits les restes de peintures originales. Les fenêtres au-dessus de ces arcades sont bouchées, ce qui est dû à la construction ultérieure des bas-côtés, comme nous l'avons déjà vu dans plusieurs églises. Seule une fenêtre du bas-côté nord est encore ouverte, ce qui est curieux et n'a pas d'explication connue, mais qui, pour notre plus grand bonheur, nous permet de découvrir la corniche originale de la nef unique. Il en est de même pour le bas-côté sud, où un petit endroit de la corniche originale a été laissé apparente sur l'inspiration bienvenue de M. Provost lors d'une restauration. Il n'y a que la croisée du transept et l'abside à 3 pans qui sont voûtées d'ogives avec de belles clés de voûte, surtout dans le bas-côté sud avec sa voûte que l'on appelle à lierne et tierceron. Au début de sa construction au XIIe, l'édifice n'avait donc qu'une nef unique, puis un bas-côté au nord a été ajouté. Plus tardivement fut construit celui du sud. Ce dernier est plus large que celui du nord et comprend des bancs transversales alors que, au nord, seuls des bancs longitudinaux sont présents. Ces 2 bas-côtés se terminent par les croisillons du transept et sont munis chacun du même superbe retable en bois taillé peint en gris. Ces retables sont probablement parmi les plus beaux vus jusqu'à maintenant.
le non moins magnifique retable de l'abside provient de l'ancienne église de l'abbaye de Bourgfontaine. On peut voir sur certains piliers ce qui ressemble à une litre funéraire aux armes de la famille Duret de Vieuxcourt, dont Jean-Baptiste fut propriétaire du château de Bourneville. L'église comporte de nombreuses statues et tableaux. Ceux qui sont sous les arcades de la nef ont la particularité d'être recto verso. Celui qui se trouve au-dessus des fonds baptismaux est aussi intéressant. Il représente Jésus et a été peint d'après la Sainte Face vénérée dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Il est actuellement en cours de restauration. Les fonds baptismaux, eux, sont du 15e et sont posés sur un pied assez conséquent. Je vous laisse avec d'autres éléments intéressants de cette très belle église. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve dans le cimetière au centre d'une très belle allée. Il y a 3 croix de chemin sur le territoire, 2 à Précy-Amont et une devant le lavoir de Niemer. Il en est de même justement pour les lavoirs, celui donc de Niemer, celui de Précy-Amont et le très beau et étonnant lavoir de Marolles avec son bassin circulaire. Il y a aussi une très belle fontaine à Précy-Amont avec la date de 1856 gravée sur un linteau. On peut aussi parler du magnifique puits de Bourneville qui est appelé Puits d'Amour. Édifié en 1850, c'est un puits carré couvert d'une voûte supportée par 4 colonnes circulaires. Quant à savoir l'origine de ce nom de Puits d'Amour, on ne le sait pas. On peut juste imaginer qu'il était le point de rendez-vous de jeunes gens qui venaient ici déclarer leur flamme. Dans une niche, sur le mur de la mairie, se trouve une belle statue de Sainte Geneviève. On trouve à Précy-Amont un monolithe qui faisait autrefois 3,50 m appelé le phallus de Précy-Amont. Il fut trouvé dans le sol par le grand Jalles le 26 février 1866 dans une carrière de grès à l'entrée du village. Malheureusement, il a été cassé en 2 lors de la chute d'un arbre pendant un orage il y a 2 ans. Marolles est la première commune du département à être classée au Conservatoire des sites naturels de Picardie, protégée par un arrêté de biotope sur 15 hectares, notamment pour les marais de Bourneville qui possèdent une faune et une flore exceptionnelles. À Bourneville se trouve une exploitation d'eau de source ouverte en 2014. Il est cité dans un texte qu'à Précy-Amont, il y avait un vignoble qui produisait un vin médiocre. Quel dommage! Pour l'école, Marolles gère toutes les classes de maternelle et de primaire et possède une périscolaire et une cantine. Il n'y a plus de commerce dans la commune, mais encore quelques artisans comme des maçons ou électriciens. Il y a aussi 4 fermes en activité, dont une à Marolles même, avec là encore un magnifique colombier en briques. Le village est traversé par la ligne SNCF Paris-La Ferté-Milon. Pour finir, il semblerait qu'un certain agent secret britannique bien connu soit passé par Marolles. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de Marolles, de ses hameaux, ses écarts, ses monuments et de son histoire. Je vous conseille encore le livre d'Aquilon si vous désirez en apprendre plus sur Marolles, ainsi que le livre sur la guerre 14-18 de Jean-Michel et Marie-Christine Clamour. Je tiens à remercier Monsieur Provost, maire de Marolles, pour son aide et son accueil, ainsi que Madame Clamour pour son aide inestimable. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Marolles.